Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vraiment, je suis heureux d'être invité encore une fois par l'Institut Diderot et voir dans cette salle, hélas, très réduite pour des raisons qu'on comprend, beaucoup d'amis avec qui on a fait pas mal de choses importantes. Vous avez dit, Monsieur le Président, que la Russie géographiquement est en Europe, sans conteste, mais j'ai toujours dit que pour moi, le cauchemar le plus grand serait que la géographie soit la seule chose qui nous lie à l'Europe. Je pense qu'il y a d'autres choses. Et alors, c'est de ça que je vais parler. Aujourd'hui, effectivement, je suis secrétaire général exécutif du, conseil, du dialogue de Trianon, ce forum de la société civile qui a été créé sous mes yeux à Versailles le 29 mai 2017 par Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. J'ai été présent à cette rencontre et je me souviens que quand Emmanuel Macron proposait à Vladimir Poutine de créer ce forum, et je savais déjà que je vais partir dans quelques mois, j'ai eu la sensation, c'est que c'est à moi qu'il a fait cette proposition, en quelque sorte. Je suis heureux de voir ainsi Claudia Ineret, qui fait, comme moi, fait partie de ce dialogue de Trianon. On essaie de faire le maximum pour rapprocher nos deux pays. Nous sommes encore tout au début de ce chemin, qui a été quand même beaucoup perturbé par la pandémie qui a gelé beaucoup de contacts, mais on va repartir. Alors, pour à l'origine de cette conférence a été mon livre et surtout l'accueil qui a été réservé à mon livre. J'ai constaté que, comme moi, il y a beaucoup de Français qui ne sont pas indifférents à des relations entre la Russie et la France, qui trouvent que l'état actuel de nos relations n'est pas satisfaisant, qu'on peut faire mieux. Et c'est pour ça que j'ai décidé de peut-être lancer un débat, une réflexion, aussi bien parmi les Français que les Russes, comment on pourrait réinventer nos relations, sur quelle base on pourrait repartir, autour de quelles valeurs on pourrait construire ces relations dans l'avenir. Alors j'ai préparé un petit texte que je vais vous lire comme introduction, et puis je serai sans doute prêt à répondre à toutes vos questions. Les relations entre la Russie et la France n'ont jamais été simples. Ils ont connu les hauts et les bas. Les périodes de rapprochement se sont alternées avec les périodes d'éloignement, parfois même d'hostilité et de confrontation. Après le premier contact, aujourd'hui presque mythique, le mariage du roi Henri Ier avec la princesse russe Anne, fille du grand-duc Yaroslav dit le Sage en 1051, mariage qui a donné naissance en 1052 au roi de France Philippe Ier. Pendant plusieurs siècles, les deux pays ont suivi des chemins séparés. C'était d'ailleurs le seul mariage dynastique entre la Russie et la France, puisque deux autres tentatives, de la fille de Pierre le Grand, Élisabeth, avec le jeune roi Louis XV en 1717, et de Napoléon Bonaparte, avec la sœur cadette d'Alexandre Ier, Yekaterina, en 1808, ont toutes les deux échoué. Fidèle à ses anciennes amitiés suédoises, turques et polonaises, la France avait longtemps gardé à l'égard des moscovites une attitude hostile basée sur une sorte de mépris instinctif vers un peuple considéré barbare, et la victoire de Pierre le Grand sur Charles XII à Poltava en 1709, acclamée dans toutes les capitales, n'avait pas eu de retentissement à Paris. Ici, on ne veut même pas entendre les bonnes nouvelles qui parviennent de chez nous, et on ne les admet pas dans la presse, écrivait en 1711 Grégoire Volkov, secrétaire de l'ambassade russe à Paris. Moi, c'est étonnant. Je trouvais cette phrase dans un livre de grand historien russe, Constantin de Grunwald, qui a travaillé beaucoup dans les archives. 1711. C'est la même chose aujourd'hui. Rien n'a changé, c'est étonnant. Bon,
Les relations diplomatiques entre la Russie et la France datent de la visite en France de Pierre le Grand en 1717. Le but politique du voyage était d'obtenir de la France une médiation dans le conflit qui opposait la Russie à la Suède, alliée de la France. Après la défaite de la Poltava, le sort de Charles XII, qui s'est réfugié chez l'autre allié de la France, Empire ottoman, a été scellé, mais il ne voulait pas déposer les armes. La visite de Pierre le Grand, décrite notamment dans les mémoires très connus de Saint-Simon, a marqué les esprits de l'époque. Ces résultats ont jeté les bases pour les relations suivies dans plusieurs domaines. Pierre le Grand a fait venir en Russie des artistes, des architectes, des savants pour embellir sa nouvelle capitale, Saint-Pétersbourg. La mort de Pierre le Grand en 1725 a mis fin au rapprochement entre les deux pays. Il a fallu attendre Catherine la Grande, devenue impératrice de la Russie en 1762, avant qu'apparaissent des signes de nouveau rapprochement entre la Russie et la France. Louis XVI, contrairement à son prédécesseur Louis XV, était plus ouvert sur la Russie et les deux souverains étaient en train de préparer un traité dont la signature a été empêchée par la Révolution française en 1789. Catherine la Grande, qui n'a jamais accepté la Révolution, a accordé l'asile politique à de nombreuses familles nobles françaises qui devaient fuir la France. D'ailleurs, Louis XVI, quand il a été arrêté à Varennes, avait sur lui le passeport russe, qui lui a été délivré par un consul russe à Paris de l'époque. Le point culminant dans les relations entre la France et la Russie a été sans doute l'alliance franco-russe conclue en 1891-1893 après la défaite de la France contre la Prusse en 1870. En dehors des considérations géostratégiques, cette alliance a été préparée par le rapprochement progressif entre les deux peuples sur le plan culturel. Si la francophonie existait au XIXe siècle, la Russie en aurait fait partie, puisque le français était couramment parlé par un grand nombre de Russes. La correspondance diplomatique de mes prédécesseurs au XIXe siècle se faisait en français. Quand j'ai consulté des dépêches des ambassadeurs de Russie à Paris du XIXe siècle, aux archives de mon ministère, ils sont tous en français. La fameuse lettre que Tatiana a écrite à Onegin a été aussi rédigée en français. Pouchkine me le disait que Tatiana parlait mal le russe. Le grand poète russe Alexandre Pouchkine, considéré à juste titre comme le père de la langue littéraire russe contemporaine, avait le sobriquet le français. Il parlait français couramment et très bien. L'alliance franco-russe a joué un rôle salutaire pour la France pendant la Première Guerre mondiale. En août 1914, quand les Allemands étaient aux portes de Paris, la Russie a lancé une offensive en Prusse orientale qui a obligé les Allemands de transférer d'urgence 2 corps d'armée sur le front Est et d'arrêter l'offensive. Paris était sauvé. Fidèle à ses engagements, en 1916, la Russie a envoyé en France 2 brigades qui se sont distinguées dans les combats près de Reims. La révolution bolchevique de 1917 a mis une parenthèse aux relations entre la Russie et la France, pratiquement jusqu'à l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle. Je ne vais pas m'arrêter sur les relations entre nos deux pays sous la Ve République. Ils sont encore à notre mémoire. Je les ai décrits dans le livre que vous avez sur vos tables, qui est un livre de mes mémoires. J'étais témoin de ces relations et si vous avez des questions sur telle ou telle période, je suis toujours prêt à vous répondre. J'ai fait cette excursion dans l'histoire des relations entre la Russie et la France pour mieux comprendre des raisons profondes qui ont poussé nos deux pays l'un vers l'autre. Avant tout, c'était des considérations géostratégiques. Quand la France se sentait menacée, instinctivement, elle cherchait le secours à l'autre bout du continent. L'alliance franco-russe de 1891-1893,
La fraternité d'armes pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale en sont des exemples éloquents. Pour la France et la Russie, être ensemble signifie être fort, disait le général de Gaulle. Mais les alliances conclues au sommet de l'État ne seraient jamais durables sans une base sociale large et solide. Finalement, ce sont l'histoire commune, la culture et la langue qui constituaient les trois piliers des relations privilégiées entre les deux nations. La Russie et la France se rapprochaient quand leurs intérêts nationaux se croisaient. Aujourd'hui, les relations entre la France et la Russie sont dans une phase difficile, pour plusieurs raisons. On dirait qu'ils se cherchent. Le grand diplomate de l'histoire russe Constantin de Grunwald, que j'ai eu la chance de connaître les dernières années de sa vie, en racontant l'histoire des alliances franco-russes, parlait de 9 siècles de malentendus. Il paraît qu'il avait raison. Aujourd'hui, entre la Russie et la France, la Russie et l'Europe en général, les malentendus se multiplient, nourrissant la défiance et même l'hostilité. Pourquoi en est-il arrivé là? Je vois plusieurs explications. Premièrement, le monde a beaucoup changé depuis 50 dernières années quand faisais mes premiers pas diplomatiques à Paris. Nous avons affaire à une nouvelle génération des hommes et des femmes politiques qui n'ont pas la même connaissance de l'histoire que leurs prédécesseurs. Et la connaissance de l'histoire est une chose fondamentale pour construire l'avenir. Ce que leurs prédécesseurs ont vécu, les dirigeants actuels ont appris à travers des manuels d'histoire. Et ce n'est pas la même chose. Deuxièmement, le système d'éducation actuel fait accent sur les compétences et non pas sur les connaissances comme avant. Et cela se sent, surtout quand on est amené à prendre des décisions. Troisièmement, des années de la campagne anti-russe dans les médias français a donné ses fruits. L'actuelle génération de Français ne connaît rien de la Russie, n'y est jamais allée et éprouve une défiance instinctive pour tout ce qui vient de la Russie. L'exemple du vaccin Sputnik V est très éloquent à cet égard. Quatrièmement, la France, en déléguant sa politique étrangère à Bruxelles, n'a plus une autonomie dans les affaires internationales. Cette perte de souveraineté a été néfaste pour l'indépendance et comme conséquence pour le rayonnement de la France dans le monde. Cinquièmement, l'économie française est dominée par les capitaux américains. Si on y ajoute l'extraterritorialité des lois américaines qui infligent des punitions à des banques et des sociétés françaises qui osent travailler avec les pays qui sont sous les sanctions américaines, on comprend que la marge de manœuvre des sociétés françaises est très étroite. Paradoxalement, les sociétés françaises souffrent plus des sanctions américaines que les sociétés russes. Enfin, la langue russe est de moins en moins enseignée en France. Or, par le passé, c'est exactement la connaissance de la langue russe qui provoquait l'intérêt des Français pour la Russie et forgeait des amitiés solides. Il faut dire que certaines erreurs ont été commises aussi du côté russe. Contrairement aux États-Unis, la France et même l'URSS, la Russie moderne a longtemps négligé et continue à le faire ce que les Américains appellent soft power. Du temps de l'Union soviétique, et je me souviens, en France existait l'association France-URSS, qui faisait découvrir l'Union soviétique à des millions de Français. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'amis en France, mais ils ne sont pas fédérés. On ne travaille pas assez avec eux. Or, l'amitié se cultive, elle ne vient pas toute seule. Normalement, c'est la raison d'être du dialogue de Trianon, forum des sociétés civiles russes et françaises qui a été créé par les présidents Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, mais on est encore au début de notre œuvre, qui a été fortement malheureusement perturbée ces 2 dernières années par la pandémie de coronavirus. Après avoir dressé ce tableau de relations entre nos deux pays, on ne peut que constater
que leur relance sera le travail de longue haleine. Avant tout, il faut redéfinir les intérêts nationaux de chaque pays. Et si dans le cas de la Russie, c'est assez facile, dans le cas de la France, c'est plus compliqué. L'intégration européenne a progressivement dilué cette notion capitale pour la remplacer par la notion des intérêts européens, une notion beaucoup plus abstraite et difficile à identifier. Le patriotisme, le ciment d'une nation, a laissé la place au cosmopolitisme, destructeur de l'idée même de la nation. Il faut construire l'avenir sur les bases solides. Pour cela, il faut investir dans la connaissance de l'autre, apprendre son histoire, sa culture, sa langue. Il faut faire le premier pas, aller tout simplement visiter la Russie, voir de ses propres yeux ses réalisations, parler avec des gens. Il faut arrêter de fabriquer dans l'opinion publique française l'image de la Russie comme un ennemi de la France. L'incitation à la haine est à juste titre considérée en France comme un crime. Il faut multiplier des contacts humains de toute nature. Attention particulière doit être portée aux jeunes. Le temps est venu de créer un office de la jeunesse franco-russe, à l'instar de l'office de la jeunesse franco-allemand, qui a joué un rôle capital pour la réconciliation historique entre les deux vieilles nations européennes. Il faut développer les liens économiques, créer une interdépendance positive qui protégerait nos relations des aléas de la vie internationale. Il faut que nos diplomates prennent l'habitude de travailler ensemble sur les conflits dans le monde qui, hélas, ne manquent pas. Il faut enfin que les sociétés civiles prennent le destin de nos relations entre leurs propres mains, qu'on multiplie les contacts entre les parlementaires, les députés, les sénateurs, les municipalités, les régions. D'ailleurs, cette année, dans les relations bilatérales, est une année de la coopération décentralisée qui met en avant justement des régions. Enfin, les considérations d'ordre géopolitique, la montée de la Chine, le déclin progressif des États-Unis, l'instabilité croissante sur le flanc sud de l'Europe, doivent nous guider sur le chemin de rapprochement qui sera bénéfique pour les deux nations. Voilà alors quelques mots que je voudrais dire comme introduction à notre discussion. Bien sûr, alors, si on veut faire relancer nos relations bilatérales, il faudrait que chacun apporte sa pierre, chacun apporte sa contribution. Et je fais le premier pas en quelque sorte, ce n'est qu'une ébauche, ce sont quelques idées, quelques considérations, quelques réflexions que je vous ai livrées en espérant que de votre côté, du côté de tous ceux qui sont attachés à nos relations, il y aura aussi des propositions qu'on pourra justement accepter et soutenir, notamment par le dialogue de Trianon. Merci beaucoup de votre attention.